Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable. Aujourd'hui, on va parler de pastoralisme, une méthode d'élevage ancestrale qui repose sur le pâturage des animaux dans les alpages, mais aussi dans les prairies. Ce sera notre dossier du mois. Et puis, dans le chiffre déchiffré, on se penche sur le cas du loup, avant de vous proposer un focus sur le miel, et puis de terminer cette émission avec notre rubrique sur les labels. Voilà, vous savez tout pour notre sommaire. Il est temps maintenant d'aller retrouver nos invités. Bonjour, bienvenue, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Aujourd'hui, je commence par vous, Grégory Lejean. Vous êtes député IDC au Grand Conseil valaisan, mais aussi président de l'association romande pour la régulation des grands prédateurs. Bienvenue. Bonjour, merci. À vos côtés aujourd'hui, Pierre-Yves Fellet, directeur de la Chambre valaisanne d'agriculture. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour. Et Muriel Tingley, conseillère agricole en estivage chez ProConseil. Bonjour Muriel. Bonjour. Et bienvenue à vous. 2026 qui a été déclarée année internationale du pastoralisme et des pâturages par l'ONU. Alors pourquoi cette reconnaissance, Muriel? Est-ce qu'elle est importante aujourd'hui ? Oui, la population elle doit se rendre compte que le pastoralisme il est très important pour notre pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a repris ce thème totalement pour notre 13e édition du Salon des Alpages. Il aura lieu du 9 au 11 octobre 2026 au Diableret. Et puis, justement, si les gens ont envie d'en apprendre davantage sur le sujet, elles sont bien entendu bienvenue à notre salon cet automne. C'est vrai que ça peut être surprenant parce que quand on dit pastoralisme, on a des images un petit peu d'Épinal qui nous viennent en tête et on ne sait pas nécessairement de quoi on parle. Donc, est-ce qu'il y avait une prise de conscience qui était nécessaire ? Oui, je pense que voilà, l'ONU a déclaré ce thème comme étant l'année internationale. Beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Et puis, c'est bien d'avoir l'occasion de revenir sur quelque chose d'assez central, c'est le bétail, la pâture. Le fait que la Suisse, c'est un pays herbagé. Et puis, je trouve que c'est une bonne occasion de rappeler un petit peu à la population l'importance de tout ça. Pierre-Yves, comment est-ce qu'on pourrait le définir très simplement, ce pastoralisme ? C'est la mise en valeur d'herbages naturels par des troupeaux qui, finalement, suivent la croissance des plantes, des herbes, soit géographiquement, soit en altitude. Ça dépend des régions. Et comme ça a été dit juste à l'instant, on est un pays vraiment dans lequel il y a beaucoup d'herbes. Et s'il n'y avait pas ces animaux pour mettre en valeur cette ressource naturelle, on passerait à côté de quelque chose d'important pour notre propre alimentation. Donc il y a vraiment un rôle à jouer de la part des animaux dans un système finalement, hein, c'est ça ? Absolument, absolument. Grégory, quand on parle de pastoralisme, est-ce qu'on parle uniquement d'agriculture ou aussi de culture, d'environnement, d'aménagement du territoire finalement ? C'est extrêmement large et c'est aussi important aussi de souligner toute l'importance de la reconnaissance de l'ONU sur le pastoralisme, qui en a fait l'année du pastoralisme, parce que les différentes fonctions de cette activité sont sous-estimées, parfois méconnues. Il y a bien sûr toute la question du pastoralisme, la question agricole, la valorisation effectivement de l'herbe pour la transformer en viande, pour la transformer en fromage et en lait, mais il y a aussi des fonctions paysagères, des fonctions de biodiversité et enfin des fonctions aussi liées au danger naturel, puisque un paysage entretenu, c'est aussi un paysage plus résilient face aux phénomènes naturels. Donc oui, finalement, le pastoralisme, c'est extrêmement large quand on parle de ça. On en parle aussi, je l'ai dit, comme d'une pratique ancestrale, mais est-ce que c'est aussi une pratique qui est tournée vers l'avenir ? Bien sûr, c'est une pratique effectivement qui dure depuis de nombreuses années, des siècles même, et finalement la pratique existe depuis longtemps, elle a néanmoins évolué, la technique également, la formation aussi des paysans, des gens qui pratiquent ce métier, cette vocation d'une certaine manière, et puis effectivement les outils de travail ont évolué, mais le pastoralisme demeure encore une fois une activité essentielle pour l'homme, pour la nature et la biodiversité. En 2 mots, les défis principaux du pastoralisme, Pierre-Yves, Muriel ?
Je me lance. Je compléterai. Pour moi, pour les exploitations qui pratiquent du pastoralisme, il y a déjà la difficulté à recruter du personnel. C'est très général dans l'agriculture, mais on sait que c'est aussi des conditions un peu particulières que l'on a dans les alpages en particulier. Comme valaisan, je le dis aussi, il y a des soucis d'eau qui deviennent de plus en plus récurrents. On croyait avoir un château d'eau, mais ce château est en train de fondre à une vitesse très rapide. Et puis, depuis 30 ans, on a un souci avec les grands prédateurs. Alors, je vous propose qu'on aille voir plus en détail quels sont les défis, quels sont les challenges, mais quels sont aussi les bienfaits du pastoralisme, les bénéfices pour les alpages et à quels défis il faut faire face au cœur d'un monde moderne en pleine évolution. Réponse d'experts. Le pastoralisme n'est autre qu'un système d'élevage extensif qui permet de valoriser les herbages que nous n'arrivons pas à valoriser nous-mêmes, étant donné qu'on se trouve dans un pays où presque la moitié de la surface agricole sont des herbages en altitude où on ne pourrait pas faire pousser des cultures de plaine, par exemple. L'ONU a décidé de faire de l'année 2026 l'année du pastoralisme dans le but de mettre en valeur justement cette pratique ancestrale et puis de pouvoir soutenir au maximum ce savoir-faire qui se perd de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à une ferme par jour qui arrête ses activités en Suisse pour des raisons de viabilité. Le rôle des estivages dans l'économie agricole en Suisse est énorme. On a jusqu'à 480 000 hectares de surface d'estivage en Suisse. Sur ces surfaces, il est carrément impossible de faire pousser quoi que ce soit d'autre que des herbages, en tout cas pas ce qu'on peut voir en plaine avec le colza et compagnie. Donc c'est clairement indispensable à l'économie agricole de pouvoir valoriser ces surfaces. Les bénéfices du pastoralisme pour l'environnement sont multiples et pour le paysage également. Au niveau de l'environnement, il faut savoir qu'en Suisse, les hotspots de biodiversité qu'on trouve, là où on a le plus de diversité biologique, ce sont les alpages, notamment avec des milieux fermés, des milieux ouverts, des mosaïques qui donnent des espaces prisés par des espèces et inféodés à ce genre de milieu. Donc c'est un énorme plus pour la diversité biologique d'avoir ces alpages. Et au niveau du paysage, encore plus, tout simplement parce que, comme on se l'imagine tous, les cartes postales suisses avec ces beaux paysages, ce sont justement ces estivages et l'agriculture qui façonnent le pays et qui rendent ce paysage agréable avec beaucoup d'activités, des buvettes d'alpage, des randonnées, des pistes de VTT. Tout cela, c'est uniquement grâce à cet entretien du paysage par l'agriculture. Les grands défis pour maintenir ces pratiques vivantes, en premier lieu, je pense à un niveau social, ce serait de pouvoir vraiment briser ce fossé ville-campagne en expliquant à plus large échelle qu'est-ce que c'est qu'une exploitation agricole et en soutenant vraiment cet énorme travail fourni par les agriculteurs et les agricultrices. Et puis bien sûr, au niveau technique, c'est de pouvoir soutenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec la main-d'œuvre ou avec des fonds spécifiques, les exploitations face aux défis qui sont le changement climatique, le manque de personnel sur les montagnes, ça c'est un gros problème aussi, les grands prédateurs qui maintenant s'ajoutent à cette équation. Et puis aussi l'aspect administratif, bien sûr. On parle de simplification administrative. La digitalisation n'est pas une simplification au niveau agricole, malheureusement. La question de la cohabitation avec les grands prédateurs, que ce soit le loup, le lynx, le chacal doré, le chat sauvage ou encore l'ours, on en parle, qui fait des passages à l'autre bout de la Suisse. Mais c'est surtout le loup, le gros problème. Comment dire, l'équilibre est très fragile. La coexistence est possible, bien sûr, mais il s'agit de pouvoir anticiper cet animal qui est un grand prédateur sauvage dans un milieu qui n'a rien de sauvage, malheureusement. On n'a plus de nature complètement sauvage en Suisse. Donc d'avoir du loup en Suisse, c'est bien sûr possible, mais il faut pouvoir être raisonnable dans cette approche et ne pas juste suivre ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire que la place au loup est là. Mais le problème, c'est qu'on a un pays qui a tellement évolué dans un sens, que ce soit l'urbanisation, le monde tertiaire et l'agriculture. Je pense tout simplement que c'est une question d'équilibre, en fin de compte, à avoir avec une certaine densité de population de loups, raisonnable et acceptable pour que les pratiques agricoles puissent perdurer. Maintenant, il faut savoir aussi que
la biodiversité et le loup ne vont pas main dans la main. Comme je le disais, les hotspots de biodiversité sont les alpages. Et plus on a de grands prédateurs, moins on alpe les animaux. Et il y a même des alpages qui arrêtent. Donc c'est la forêt qui repousse. Alors peut-être qu'on gagne en nature sauvage, mais on perd clairement en biodiversité. Donc c'est un problème qui touche à tout et qui parfois ressemble un peu au serpent qui se mord la queue, en fin de compte. Alors on entend souvent que laisser la nature reprendre ses droits, c'est plutôt bénéfique pour la biodiversité. Pourtant, dans le reportage, il est expliqué que l'abandon des alpages pourrait au contraire entraîner une perte de biodiversité. Comment est-ce qu'on l'explique, Muriel ? Bien, tout simplement parce que je voulais aussi compléter dans les défis qu'il y avait dans le pastoralisme, c'est que si le bétail ne vient plus pâturer, si on n'entretient plus les pâturages, la déprise, donc l'embuissonnement arrive très vite. Surtout combien de temps à peu près ? Écoutez, déjà, les premières années, depuis 5 ans, on voit déjà une nette différence. Et puis ensuite, ça s'augmente avec le temps. Mais disons que c'est assez rapide. Dès qu'il n'y a plus de pression de pâture, dès que les gens ne viennent plus entretenir les pâturages, il y a rapidement des ronces, des repousses d'arbres, des petits épicéas qui poussent, etc. Puis la croissance des végétaux va très très vite, surtout en basse altitude. Grégory ? Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, ce qui est aussi important de relever, c'est que nos milieux naturels, notamment dans nos régions alpines, sont le fruit qui a été construit pendant des siècles entre l'homme, l'animal et la nature. Puis effectivement, si la nature, avec l'embuissonnement, les arbres et autres reprennent, d'une certaine manière, reprend ses droits, ce sont des espaces ouverts, propices à la biodiversité qui se referment ensuite avec tout ce que vous venez de relever. Et puis ça pose évidemment des défis, encore une fois, en termes de danger naturel. Alors, est-ce qu'on peut citer par exemple des espèces ou des milieux qui dépendent directement des pâturages ? Oui, il y a effectivement des insectes, il peut y avoir aussi des oiseaux. La biodiversité, c'est quelque chose de très très large et effectivement que les milieux entretenus, pâturés, sont propices à cette biodiversité et que dans le cas où ils se referment, la biodiversité, évidemment, en sera péjorée. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut valoriser ces surfaces grâce aux animaux ? On l'a vu un peu dans le reportage. Est-ce qu'on peut rajouter certains points ou certains axes de vigilance, je vais dire, Pierre-Yves ? Bon, si vous me posez la question pour une valorisation de la biodiversité, ça a été expliqué. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de lumière, si vous avez des grandes frondaisons d'arbres, de sapins, etc., vous avez un terrain qui dessous est quasiment nu. Alors que s'il y a de la lumière qui arrive, et vous avez une diversité de plantes qui est accompagnée d'insectes et de vie dans le sol qui est beaucoup plus forte. Moi, ce que je vois aussi, c'est la valorisation évidemment économique. C'est-à-dire, je reviens sur ce côté. Nos ancêtres, il n'y a pas longtemps, au milieu du siècle passé, s'ils allaient promener leurs bêtes à 2000 mètres d'altitude et au-delà, c'est que ça leur donnait une assise alimentaire. Et ils étaient extrêmement attentifs à ce que cette assise alimentaire soit durable pour les générations suivantes. On l'oublie un petit peu à l'heure actuelle. Alors moi, je vous propose maintenant qu'on se rende sur 2 alpages, respectivement à la vallée de Joux et sur les hauteurs de Champéry en Valais, à la rencontre d'un agriculteur qui fait paître ses génisses en été et un berger qui accompagne ses moutons. Alors, quelles sont leurs préoccupations au quotidien ? Regardez. La montée à l'alpage pour un éleveur, ça représente, c'est une nouvelle saison qu'on aborde avec plaisir. C'est le moment des vacances pour nos génisses. Vraiment, elles passent 4 mois de vacances dans un milieu qui est fantastique, ce milieu d'alpage. Le pâturage de la Pérosa, c'est une grande richesse. C'est un pâturage qui est très riche en biodiversité. Voilà 50 ans qu'on a maudit nos bêtes dans cet alpage. Donc ça fait partie du territoire de la commune du Cheny, la vallée de Joux. Donc ce pâturage a une surface de 120 hectares, divisé en 5 parcs. Celui-ci est géré par notre berger, M. René Boisser, qui s'occupe de la gestion du cheptel. Il y a 20 hectares qui sont mis à banc, donc c'est des bois à banc qui ne sont pas pâturés par le bétail, ils sont laissés à la biodiversité, à la faune sauvage. Donc on exploite 100 hectares avec 110 génisses montées à l'année.
L'exploitation d'alpage, c'est vraiment la gestion d'un pâturage qui se fait par l'animal. Il évite l'embuissonnement qui peut créer des gros soucis avec le réchauffement climatique, des feux de forêt. Donc le bétail a toute sa place pour entretenir ce milieu alpestre et la carte postale de notre Suisse, quoi. Alors, les principaux défis que l'on doit faire face aujourd'hui dans un alpage, eh bien, il y a une gestion déjà de l'eau, par la richesse d'avoir des grandes toitures de chalets qui nous permettent de récolter les eaux de pluie, de remplir les citernes. Ensuite de ça, je crois qu'on parle souvent des maladies qui existent aujourd'hui. On a la dermatose qui est à nos portes aussi. Donc on doit être très prudent sur la gestion de notre troupeau. Et puis la plus grande préoccupation aujourd'hui, eh bien, on a le droit d'en parler, je crois que vous la connaissez, c'est celle du loup. Le loup, chez nous, dans ce pâturage, en 2025, a créé quand même 6 pertes de bétail. C'est déjà un échec de notre travail. Le but du milieu alpestre, il est là pour entretenir un paysage, d'accueillir aussi le tourisme qui se fait un plaisir de venir profiter de ce milieu merveilleux. Et on ne doit pas, nous, être victimes de ce prédateur tous les jours dans une situation qui n'est pas possible dans ce milieu alpestre. Alors écoutez, on se trouve en dessus de la station de Champéry. Ça s'appelle l'alpage de Hayerne. Là, sur ce troupeau, en l'occurrence, il y a un peu plus de 600 moutons. C'est important d'avoir le mouton en alpage parce que il y a des alpages qui sont un peu ardus et qui ne s'adaptent pas au bétail bovin. Tandis que le mouton, il pâture bien, il a bon pied montagnard et on utilise bien les surfaces herbagères jusqu'à haute altitude. Alors le rôle du berger, c'est qu'il se nourrisse correctement jusqu'à 11h midi. Et après, le troupeau fait une chôme, une sieste qu'on appelle une chôme. Il se repose, il dorme jusqu'à 3-4 heures l'après-midi. Et le soir, on recommence à pâturer. Le troupeau, on le laisse avancer un peu, de l'herbe entière, de l'herbe propre. Pas qu'il pâture partout. En gérant ces pâtures, eh ben, ils ont tout le temps, chaque repas, de l'herbe propre. C'est pour le bien-être des animaux. Il y a le risque d'avalanche aussi qui est accru. Parce que cette vieille herbe, grande herbe, l'automne, elle s'aplatit. Et la neige glisse beaucoup plus facilement sur ces surfaces comme ça, oui. Le pastoralisme est en danger, ça c'est sûr, hein. Il y a de nombreux éleveurs qui ont arrêté, qu'il y a des alpages qui sont abandonnés, qui ne sont plus exploités, hein. Vous savez, le métier de berger, c'est un des seuls métiers au monde qui a une étoile dans le ciel. L'étoile du berger, elle continuera de briller, mais avec les problématiques des animaux nuisibles, des prédateurs, il y aura de moins en moins de bergers pour l'apprécier, l'admirer, l'étoile du berger. Pierre-Yves, dans le reportage, on parle de vacances pour les génisses. Concrètement, comment est-ce qu'on organise une saison d'alpage ? Ça dépend des exploitations agricoles. Certaines mettent en estivage ou sur des pâturages plutôt leur jeune bétail. Ils gardent les vaches laitières parce qu'ils les traient. D'autres mettent l'entier du troupeau. En fait, c'est bon pour l'animal, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense, avec le changement climatique, avec la chaleur qui fait maintenant de plus en plus en pleine, de pouvoir mettre ces animaux pendant la période estivale à des altitudes un peu plus élevées, c'est certainement bon pour elles. Puis, il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que pour l'agriculteur lui-même, ça lui libère du temps de travail pour s'occuper de ses moissons, de ses champs, de ses foins. Donc, il y a une concordance, finalement, un bien-être animal et un bien-être de l'exploitant.
Muriel, pour rajouter justement par rapport à ces bénéfices de l'alpage pour les animaux, par rapport à la vie en plaine, un peu plus de fraîcheur, un peu plus de temps pour l'agriculteur, et qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les animaux de bénéfique? Dans le bien-être animal aussi, le mouvement, elles sont tout le temps en mouvement, elles sont en plein air tout le temps, elles sont de la bonne herbe. Donc qui dit bonne herbe dit bon produit, du bon lait, de la bonne viande. Donc c'est vraiment que du plus. C'est bénéfique sur toute la ligne en fait. Grégory, le bétail joue un rôle central dans l'entretien des milieux alpestres, ça on l'a dit. Est-ce que, par exemple, les vaches, les moutons et les chèvres ont chacun un rôle spécifique ou des effets différents sur ces paysages? Oui, tout à fait. Par exemple, ce qu'on dit les bovins, à savoir les vaches, eh bien, elles seront plus adaptées pour les grandes surfaces herbagères. Les moutons, quant à eux, iront plutôt dans des territoires plus escarpés, plus difficiles. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes zones. Les mêmes zones, effectivement. Et puis, effectivement, les chèvres, par exemple, pour en limiter l'embroussaillement par rapport à la manière dont elles mangent et dont elles travaillent. Donc, c'est vraiment cette complémentarité qui permet une gestion ensuite équilibrée de nos pâturages, de nos ressources naturelles et de nos paysages. On l'a vu aussi dans le reportage, c'est des métiers qui sont quand même très exigeants, très spécifiques aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore motiver des jeunes à se lancer dans ce genre de carrière? Est-ce qu'on peut assurer la relève du pastoralisme et donc des bergers? Alors c'est un défi, il y a plusieurs contraintes. Pierre-Yves Feller, on a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Dans la relève, c'est évident que c'est une profession astreignante, mais c'est aussi une très belle profession, je veux dire, profession en connexion avec la nature, avec l'animal, avec des paysages extraordinaires, mais encore une fois qui est très astreignante. Et on le voit dans les deux reportages que l'on vient d'avoir, eh bien la pression des grands prédateurs est aussi malheureusement source de découragement. Et puis il y a peut-être parfois certaines aides aussi qui peuvent manquer ou une concurrence toujours plus accrue. Il y a quand même des freins économiques. Il y a quand même des freins économiques qui entrent en ligne de compte, des freins techniques, et puis aussi les freins, on l'a dit, avec la pression des grands prédateurs, puisque si je prends l'exemple du Valais, on avait à l'horizon 2020 environ 160, c'était 2023, 160 alpages, là je parle pour les moutons, qui étaient encore pâturés, dans la moitié sont considérés comme non protégeables. Aujourd'hui, on en est à moins de 130. Ah oui. Donc on voit quand même un recul avec toutes les conséquences que cela engendre pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Il y a des freins sociaux aussi? Il peut aussi y avoir différents autres freins, notamment sociaux, puisque quand vous êtes à l'alpage, eh bien, vous n'êtes pas ailleurs, il y a peut-être la vie qui a évolué, il y a des accès à des loisirs. Évidemment qu'aujourd'hui, en 2025, on ne vit pas comme en 1900 ou plus tôt, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a encore des gens qui ont, d'une certaine manière, cette vocation, cet amour pour l'animal, cet amour pour la nature, et c'est maintenant à nous, politiques, acteurs agricoles, de leur donner des conditions cadres pour leur permettre de continuer de vivre de leur exploitation. C'est souvent ça aussi la difficulté, c'est que si on fait le ratio taux horaire revenu, c'est relativement faible. Et donc il faut à nous maintenant d'offrir ces conditions cadres pour entretenir nos paysages et reconnaître la valeur, encore je l'ai dit aussi, sécuritaire, pas seulement paysagère, qu'offrent des pâturages entretenus. À défaut, c'est la nature qui reprend certains droits avec les conséquences qu'on a évoquées. On va enchaîner parce qu'on a parlé aussi des grands prédateurs parmi les freins. Alors justement, comment réguler la population des loups sur les alpages en Suisse entre défenseurs et opposants aux grands prédateurs sur le territoire helvétique? Que disent les chiffres? Réponse dans notre rubrique, le chiffre déchiffré. Durant la saison 2025-2026, 145 louveteaux sont nés en Suisse, selon les dernières données de la Fondation Cora, l'organisme scientifique qui suit les grands prédateurs pour le compte de la Confédération. Ce chiffre mérite d'être mis en parallèle avec les 81 loups prélevés par les cantons sur la même période. Ce décalage, souligné par le Tagesanzeiger, paru en janvier 2026, illustre une réalité biologique imparable. La natalité du loup reste largement supérieure aux prélèvements humains. Pour un loup retiré, ce sont près de 2 louveteaux qui arrivent dans la population. Le retrait d'individus problématiques n'a donc pas d'impact sur l'effectif global des loups en Suisse. Les territoires libérés sont immédiatement recolonisés par de nouveaux individus issus de cette forte natalité ou de l'immigration. La population continue donc de croître malgré les tirs. La leçon à retenir est que la régulation est un outil indispensable qui complète la protection des troupeaux et maintient la crainte chez le loup. Elle n'a pas d'incidence négative sur la vitalité de ce grand prédateur, mais permet que la pression sur l'estivage reste supportable bien qu'élevée.
Grégory, en tant que président de l'association romande pour la régulation des grands prédateurs, quel rôle jouent aujourd'hui les différentes mesures de gestion dans la population, notamment des loups en Suisse? Vous le dites, c'est une mesure indispensable et complémentaire à la protection des troupeaux qui, à elle seule, ne suffit pas. Le loup s'adapte à la protection des troupeaux. On ne peut pas non plus faire des murs de Berlin dans tous les alpages. Et on le voit aussi, au-delà du fait que c'est très astreignant la mise en œuvre des mesures de protection, ben, qu'il y a une part non négligeable, voire très importante des alpages qui sont considérés comme non protégeables. Et puis le constat est clair, c'est qu'on avait en 2020 11 meutes de loups pour à peu près 300 individus. Et lorsque le Conseil fédéral a décidé de la régulation, on était à une trentaine de meutes pour plus de 300 individus. Et la régulation proactive permet d'éviter une expansion trop massive, même ça croît quand même rapidement. Ça croît encore, mais ça croîtrait encore davantage. Et donc elle est vraiment indispensable et nécessaire. Et les chambres fédérales, pour conclure, eh bien, poursuivre l'ouvrage sur le métier, puisqu'ils souhaiteraient pouvoir prélever les loups problématiques, même s'ils sont d'une meute toute l'année et pas seulement durant des périodes précises, et aussi de pouvoir réguler dans les districts francs fédéraux, qui sont de vastes territoires là où le loup ne peut pas être aujourd'hui régulé. Muriel, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on entend exactement finalement par la protection des troupeaux? Quelles sont aujourd'hui les principales mesures qui ont été mises en place sur le terrain? Alors les principales mesures en Suisse, c'est les clôtures électrifiées. Sur les alpages et aussi en plaine, et parce qu'il y a aussi des attaques en plaine, pas que sur les alpages. Et ça, c'est super important aussi de le souligner. Et puis, il y a aussi les chiens de protection. Donc, les éleveurs vont se doter de chiens de protection pour protéger les troupeaux. Voilà, c'est les deux seules mesures. C'est déjà des mesures qui ont un effet, mais on a bien compris qu'il y a d'autres mesures qui doivent aussi entrer en compte. Plus largement, comment est-ce qu'on encadre aujourd'hui, finalement, cette évolution des populations des grands prédateurs en Suisse, Pierre-Yves? Bon, il y a différents programmes qui suivent l'évolution des grands prédateurs. On parle beaucoup du loup, on peut même parler un peu de l'ours, si on va du côté des grisons. Donc il y a déjà des observations sur le terrain, il y a des relevés de traces génétiques. On suit quelques individus avec des traceurs pour essayer de voir les déplacements de population. Ce qu'on voit surtout, c'est ce qui a été dit, c'est la capacité de cet animal à s'adapter et surtout à se reproduire et à être finalement maintenant dans tout le pays. Ça a été d'une rapidité extrême. Donc les mesures sont vraiment nécessaires, avoir un regard sur cette évolution pour pouvoir la juguler et la réguler. Alors maintenant, on va complètement changer de sujet. Le miel fait souvent partie de nos souvenirs d'enfance, entre tartines gourmandes ou 4 heures joyeux. Mais d'où vient-il et comment est-il produit? En route pour le canton de Genève, où vous allez le voir, tout est merveille dans l'abeille. Le fait d'avoir l'habitude de consommer le miel au printemps, quand je mange une cuillerée de miel de printemps en plein milieu de l'hiver, en fait, tout d'un coup, les saveurs, ça me rappelle que bientôt l'hiver va terminer et que le printemps va arriver. Nous sommes sur le canton de Genève, dans la commune de Preuzinges. Je m'occupe actuellement d'une centaine de colonies. J'ai nommé mon entreprise Tout est merveille dans l'abeille pour une raison bien particulière, c'est qu'on a l'habitude de dire tout est bon dans le cochon. Et si on regarde du côté de l'abeille, que ce soit le miel, la cire, le pollen, la propolis, la gelée royale et même le venin d'abeille, tous les produits de la ruche sont excellents pour la santé humaine. Alors là, on est en plein milieu de la belle saison des abeilles. Je vais aller regarder un peu du côté du miel, qu'est-ce que ça dit. Sur une ruche comme ça, à cette saison, ça va varier tout au long de l'année, mais à cette saison, on est grosso modo sur 40, 50, 60 000 abeilles, c'est des estimations. Tout ce qui est de couleur un peu différente, mais plutôt mate, ça va être le pollen. Donc pollen que les abeilles récoltent sur les fleurs et qu'elles vont utiliser comme source de protéines pour leur propre nutrition. Et tout ce qui brille ici même, ça va être le nectar. Donc la fleur produit cette gouttelette d'eau sucrée qui est le nectar pour attirer l'insecte. Et les abeilles se sont spécialisées à récolter ce nectar, le ramener à la ruche et elles vont le sécher. Elles vont enlever, évaporer le surplus d'eau, concentrer les sucres, ce qui va permettre en fait au miel de se conserver dans le temps.
Donc les abeilles récoltent le nectar, sèchent le nectar, le stockent, avant tout pour elles-mêmes, en vue de survivre à la mauvaise saison. Le nombre de kilos de miel qu'une colonie va pouvoir produire va varier fortement en fait, pour plein de raisons. La première étant les abeilles en elles-mêmes. Est-ce que la colonie est saine, en bonne santé? Tout le monde va bien, la reine est jeune, est-ce que la reine pond bien? Et puis si tous ces facteurs du côté des abeilles sont remplis, ensuite on est complètement tributaire de la météo, comme les agriculteurs. C'est vite vu, on pourrait déjà passer à la récolte quand les abeilles elles ont toutes fermé les cellules avec des opercules de cire. Le miel est prêt. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le métier de l'apiculture, c'est de produire soi-même ses reines. Donc pour ce faire, j'ai préparé une colonie qu'on dit orpheline, donc qui n'a pas de reine. Et sa seule envie, c'est de produire des reines en ayant des jeunes larves qu'elles vont nourrir 100% à la gelée royale. On va obtenir une reine qui a des attributs sexuels développés, contrairement aux ouvrières qui sont stériles. Et là, on peut voir que j'ai mis une petite cupule plastique. Je suis allé greffer une larve sur une colonie qui m'intéresse pour différents critères. Et quand les abeilles commencent à faire de la cire autour des cupules plastiques, c'est que la larve a été acceptée. Voilà, donc là on est à la deuxième, troisième, dernière étape de l'élevage, où quand on aura eu des cellules royales qui sont juste prêtes à éclore, donc on va aller prendre les cellules et les répartir dans chacune des petites unités qu'on appelle ruchettes de fécondation. Et là, ce qu'on peut voir, c'est la cellule royale, une fois mature, elle est ouverte par le bas. Ça veut dire que la reine est bien éclos. Là, on a la reine ici. Et les apiculteurs marquent leur reine pour différentes raisons. La première, c'est pour la voir. Quand on est dans les grosses colonies de production qui a 60 000 personnes, si on doit la trouver, c'est pas évident. Donc si on voit un petit point de couleur se balader, c'est pratique. Et l'autre, c'est pour connaître son âge, puisqu'on a un code couleur de 5 couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, blanc. Et cette année étant une année blanche. Donc l'année prochaine, quand je vois une reine blanche, je sais qu'elle est de 2026. Donc je la saisis par les ailes. Hop. Et je vais lui poser délicatement un petit point de couleur. Comme les reines sont au max de leur productivité l'été suivant, ça va avoir une influence directe sur la production de miel en fait. Plus j'ai d'abeilles, plus j'ai de force de travail, plus je pourrai avoir de récoltes. Donc nous, en fait, on n'est pas forcément producteur de miel, on est producteur d'abeilles. Et si tu sais un peu comment produire des abeilles, voie de conséquence, c'est que les abeilles vont te produire du miel. Le miel, c'est quand même un produit qu'a priori on aime tous, mais est-ce que vous avez déjà goûté à d'autres produits de la ruche? Je pense notamment à la propolis, au pollen ou encore à la gelée royale. Grégory? Certainement, mais sans le savoir à ce moment-là. C'est possible. Et de l'autre côté de la table? Non, je pense pas. Non? J'ai goûté le pollen. Pierre-Yves non plus. Bon. Je crois pas, non. Alors moi, je peux dire que j'utilise la propolis beaucoup et que je trouve ça extrêmement efficace. Alors dans le reportage, on voit un apiculteur qui dit qu'il est avant tout producteur d'abeilles et que le miel, c'est une conséquence. Est-ce que le grand public a conscience finalement de la complexité de cette activité, Pierre-Yves? Je pense pas. Non, je pense pas. Je suis le premier à le dire comme un citoyen lambda. Et j'aime bien le côté éleveur d'abeilles, finalement. Ce que je peux vous dire d'un apiculteur que je fréquente et qui a toujours de bonnes productions, il me dit qu'il faut être prêt au moment où ça doit être prêt. Et si tu es prêt, même si la saison est mauvaise, elle est fraîche, etc., tes abeilles travaillent et te donneront du miel. Ouais. Mais c'est extrêmement pointu. C'est ça. Et je crois qu'on l'a bien vu. Et puis alors, dans le reportage, il y avait aussi l'élevage des reines, qui est une pratique qui n'est pas nécessairement courante chez tous les apiculteurs. Est-ce que c'est une pratique de niche, si je puis dire?
Un peu quand même, parce qu'il le dit dans le reportage, il faut être spécialisé pour faire ces rennes, et puis sans rennes, il n'y a pas d'essaim qui fonctionne. Donc j'ai déjà entendu souvent dans les apiculteurs un peu de chapelle, ceux qui vraiment sont des spécialistes pointus capables de faire leurs propres rennes, et puis d'autres qui sont un peu plus hobby et puis qui ont besoin de ces spécialistes pour pouvoir garantir que leurs essaims soient toujours efficaces. Muriel, il y a un autre point qui est très important. C'est vrai que du miel en grande surface, on en trouve beaucoup, mais quand on regarde vraiment la provenance des miels, il n'y a pas tant de miels que ça qui sont vraiment de chez nous, qui sont des productions locales. Pourquoi est-ce que c'est important de valoriser cette production-là ? Parce que tout simplement, les produits suisses sont importants. Il faut valoriser les produits, tout ce qu'on fait de bien dans notre pays. Et puis, d'une manière générale, éviter toutes ces importations. On fait de tellement bons produits en Suisse que voilà, on n'a pas besoin de il ne faut pas aller voir plus loin. Il faut prendre ce qu'on a à la maison. En un mot, un mot, Grégory. Acheter du miel local, c'est pas seulement acheter un produit, mais c'est vraiment bien soutenir, valoriser cette activité essentielle, les apiculteurs qui entretiennent les colonies sur nos territoires. Donc, la même chose avec la viande, la même chose dans d'autres domaines. Il faut consommer local. Alors, on va rester... Pour le vin aussi. Pour tous les produits, on a dit. Alors, on va rester justement dans le local parce qu'il est temps maintenant de retrouver notre rubrique sur les labels agricoles. En tant que consommateur, c'est vrai qu'il y a une forêt de labels et on ne sait pas toujours très bien à quoi se référer et en quoi c'est important de prendre plutôt tel label, pas de label. Alors, pour démêler tout ça, chaque mois, on accueille sur notre plateau un ou une représentante d'un label agricole qui vient le présenter. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guy Humbert. Vous êtes vice-président de Vache Mère Suisse qui est venu pour nous parler du label Naturabif. Bonjour Guy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce Vache Mère Suisse et pourquoi avoir créé ce label Naturabif ? Alors Vache Mère Suisse, c'est l'association qui regroupe tous les producteurs ou détenteurs de vaches allaitantes. Alors les vaches allaitantes, la spécificité par rapport aux vaches laitières, c'est que le veau reste avec sa maman jusqu'à la fin. Important de le noter parce que ce n'est pas nécessairement le cas dans toutes les exploitations. Hein. Voilà. Et puis du coup, au début, les pionniers, ils avaient un petit peu quand même la peine à se démarquer puis à faire connaître leurs produits et à le vendre. C'est pourquoi ils ont créé ce label Naturabif, qui maintenant est assez connu. Alors justement, si moi, en tant que consommatrice, je choisis une viande Naturabif, qu'est-ce que ça me garantit par rapport à une viande rouge standard sans label ? Alors la principale garantie, c'est ce que j'ai dit avant, c'est que le veau va rester avec sa maman jusqu'au dernier jour de sa vie. On a une obligation de pâturer, donc d'être à l'herbe. Et puis la détention, la forme de détention, c'est pas d'attacher, ils ne sont pas attachés, ils sont libres et beaucoup de pâturage. Et ça, c'est contrôlé de manière très régulière par un office de contrôle indépendant. Alors, la spécificité de ce label, vous l'avez dit, c'est de valoriser des races à viande nourries principalement à l'herbe et au foin. Qu'est-ce que ça change concrètement pour un éleveur ou une éleveuse ? Souvent, on doit adapter les écuries pour justement offrir cette liberté de mouvement. Ils doivent pouvoir sortir toute l'année, aussi en hiver. Et après, le maximum de temps, ils doivent le passer à l'herbe. Donc dès que ça pousse, on doit ouvrir les portes des écuries et puis les rentrer, on va dire, le plus tard possible, ce qui est possible. Et après, c'est aussi la sélection génétique, on va dire, c'est issu de races à viande, comme on dit, et pas de races laitières. Alors, est-ce qu'un tel label contribue aussi à mieux faire comprendre, finalement, au grand public le travail des éleveuses et éleveurs ? Oui, souvent, quand il y a des reportages sur le bien-être animal, on voit des images d'élevage allaitant, parce que justement, ces animaux se déplacent en troupeau, ils ont les veaux qui accompagnent les mamans, et ils sont dehors à l'herbe, au pâturage. Voilà, on va dire une vie assez idyllique. Et ça aide à la prise de conscience du grand public ? Ça montre aux gens qu'en tout cas, nous, on fait un effort pour aller dans ce sens du bien-être animal. Puis on a une qualité finale du produit qui sera meilleure aussi. Exactement, la qualité, on va la retrouver dans l'assiette. Est-ce qu'aujourd'hui, ce type de label répond aussi à une demande de la part du consommateur ? Oui, parce qu'après des débuts dans les années 80 qui étaient assez difficiles, aujourd'hui, ça représente quand même, c'est la viande la plus vendue chez Coop, par exemple, donc ça répond à un besoin. Est-ce qu'il y avait peut-être aussi ce besoin de transparence et puis de traçabilité par rapport à l'alimentation ? C'est-à-dire qu'on veut savoir quel est le parcours de l'animal avant qu'il termine dans notre assiette.
Ce label-là offre en tout cas ces garanties à celui qui achète la viande, vu que c'est contrôlé très régulièrement. C'est en Suisse, en général, on peut voir ces animaux dans les pâturages, et justement, ils ne sont pas dans des établons fermés, etc. Donc, il y a cette transparence à travers l'organisme de contrôle, et aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans le paysage quand on se promène. Merci beaucoup Guy d'être venu nous trouver aujourd'hui et de nous avoir parlé plus en détail de vaches mères suisses et de nature à bif. Quant à vous, j'aimerais aussi vous remercier d'avoir été aujourd'hui avec nous pour parler du pastoralisme. Et finalement, je m'adresse à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'Agriculture durable. On va passer pour les prochains numéros à la pause estivale. Donc on se retrouvera au mois d'août pour le prochain numéro d'Agriculture durable. D'ici là, nous vous souhaitons un très très bel été et on vous dit à bientôt. Au revoir. Merci. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.